Je vous propose de commencer le conseil municipal en désignant une secrétaire et je propose que Madame Magnier soit désignée secrétaire de séance. Y a-t-il une objection? Très bien, et ben je lui laisse la parole pour faire l'appel. Merci Madame le maire. Madame Valérie Forniez. Madame Annabelle Villet. Monsieur Rudy Bardi. Présent. Madame Colette Fauveau. Monsieur José Henrard. Madame Magnier Marie-Thérèse présente. Monsieur Jean-Yves Sibylle. Madame Anne-Marie Delcroix. Monsieur Raymond Demory. Pouvoir. Madame Thérèse Louvion. Monsieur Bernard Scribzac. Monsieur Patrick Van Leyde. Pouvoir à Madame Magnier. Madame Patricia Rubens. Monsieur Dominique Couvlar. Madame Nathalie Onis. Madame Nathalie Pouilly. Monsieur Christophe Terret. Madame Naïma Ououd. Madame Magali Potel. Monsieur Michael Lefebvre. Monsieur Christophe Etch. Monsieur David Aumont. Monsieur Enrico Boticchio. Madame Martine Mel. Monsieur Fabrice Zaramba. Monsieur Joris Vizocchi. Monsieur Stéphane Kajeski. Monsieur Maxime Potel. Madame Lucette Vanesse. Merci. Merci Madame Magnier. Alors, on passe aux décisions. Vous avez eu état de l'ensemble des décisions. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces décisions? Oui, Madame le maire, j'avais posé une question sur la décision numéro 53, la convention d'honoraires avec la CELAS, le cabinet. Oui. Donc ça, c'était suite à un litige avec des riverains. Oui. Donc là, j'ai bien eu la réponse à 16h par mail par Madame Bardi. Oui. Donc pour moi, c'est OK. C'est OK? Très bien. Donc s'il n'y a pas de questions sur les décisions, je vous propose de valider le compte-rendu du dernier conseil municipal. Y a-t-il des questions sur le compte-rendu ou des observations? Donc s'il n'y a pas de questions ni d'observations, le dernier procès-verbal est adopté. Voilà. J'ai bien reçu votre demande écrite sur la question inhérente aux délibérations 10 et 11 et je vous propose de vous donner la réponse quand on passera aux délibérations 10 et 11. C'est plus simple. Et donc avant de commencer l'ensemble des délibérations, je vais vous faire la présentation du rapport social unique 2024. Donc cette synthèse du rapport sur l'état de la collectivité reprend les principaux indicateurs du rapport social unique au 31 décembre 2024. Elle a été réalisée via une application dont nous ne choisissons pas la saisie et donc qui répond à un certain nombre de questions et de chapitres. Dans le premier chapitre, nous avons les effectifs de la collectivité. Donc la collectivité en 2024 a accueilli 118 agents, 95 fonctionnaires, 10 contractuels et 13 contractuels non permanents. Donc l'année dernière, nous avions 87 fonctionnaires, nous en avons 95. C'est lié à différentes titularisations qui ont été effectuées. Ensuite, nous avions 13 contractuels, nous n'en avons plus que 10 puisque nous avons titularisé certains animateurs. Et ensuite, nous avions 22 contractuels non permanents et nous en avons 13, ce qui correspond au changement qu'on a fait via les titularisations. Nous avons 3 contractuels permanents en CDI. Merci. Donc 3 contractuels permanents en CDI. Et donc, nous avons 3% de contractuels non permanents recrutés dans le cadre d'un emploi aidé.
Nous avons 62% des contractuels non permanents qui sont recrutés comme saisonniers ou occasionnels. Et nous avons du personnel temporaire intervenu en 2024. Nous n'avons eu aucun agent du centre de gestion et aucun intérimaire. Alors, la caractéristique des agents permanents. La répartition par filière et par statut, donc 19% dans la filière administrative, 53% dans la filière technique, 1% dans la filière culturelle, 1% dans la filière sportive, 5% dans la filière médico-sociale, 1% dans la police et 20% dans le cadre de l'animation. Donc vous avez après sur le côté un petit diagramme qui vous donne la répartition par catégorie, avec 4% de catégorie A, 10% de catégorie B et 87% de catégorie C. Et ensuite, vous avez la répartition par genre et par statut. Donc dans les fonctionnaires, vous avez 47% d'hommes et 53% de femmes. Dans les contractuels, 10% d'hommes et 90% de femmes. Et sur l'ensemble des deux, on arrive donc à 44% d'hommes et 56% de femmes. Vous avez également la description des principaux cadres d'emploi. Adjoint technique à hauteur de 44%, adjoint d'animation à hauteur de 19%, adjoint administratif à hauteur de 14%, agent de maîtrise 6% et attaché 3%. Ensuite, nous passons au temps de travail des agents permanents. Donc la répartition des agents à temps complet ou à temps non complet. Donc à temps complet, nous avons 81% de fonctionnaires et 70% de contractuels. À temps non complet, nous avons 19% de fonctionnaires et 30% de contractuels. Vous avez aussi la répartition des agents à temps plein ou à temps partiel, avec 96% de fonctionnaires et 100% au niveau des contractuels. Ensuite, deux filières les plus concernées par les temps non complets, qui sont l'animation et les services techniques. Voilà, 7% d'hommes à temps partiel et 0% de femmes à temps partiel. Sur la pyramide des âges, en moyenne, les agents de la collectivité ont 46 ans. Ça, c'est la moyenne. Il n'y a pas d'évolution par rapport à 2023. Sur les fonctionnaires, on est à 46,08. Sur les contractuels, 41,50. Et sur l'ensemble, on est à 45,64%. L'année dernière, on était à 46%. Donc, c'est pour ça que je vous disais qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution sur la pyramide des âges. Vous avez la pyramide des âges des agents sur les emplois permanents, avec 20% d'hommes et 22% de femmes. Ensuite, 22% d'hommes et 26% de femmes, et 2% d'hommes et 9%. Et puis, vous avez les âges qui correspondent juste à côté. J'ai oublié de les dire. Sur les équivalents temps plein rémunérés, alors 109,66 agents en équivalent temps plein rémunéré sur l'année 2024. On a 85,17% de fonctionnaires. On est en augmentation. L'année dernière, il y avait 80,48% de fonctionnaires. Ensuite, vous avez 7,96% de contractuels. Et l'année dernière, on en avait plus. C'était 15,86. Voilà. L'année dernière, en 2024, 199 581 heures de travaillées qui ont été rémunérées en 2024. En 2023, c'était 197 677 heures. Et là, juste à côté, vous avez un petit diagramme qui vous montre la répartition en catégorie A, en catégorie B et en catégorie C. On n'a pas de position particulière.
Et on passe au mouvement de personnel. Donc en 2024, on a eu 13 arrivées d'agents et 9 départs. 3 contractuels permanents nommés stagiaires. Et ensuite, vous avez les emplois permanents rémunérés. Donc 101 agents au 31/12/2023 et au 31/12/2024, 105 agents. Vous avez la variation des effectifs entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024 avec une augmentation des fonctionnaires et une stabilité pour les contractuels. Vous avez également les principales causes de départ des agents. Donc vous avez des départs en retraite, il y en a eu 3. Des mutations, il y en a eu 2. Des fins de contrat de remplacement, il y en a eu 2 également. Une mise en disponibilité et une démission. Et ensuite, vous avez les principaux modes d'arrivée des agents permanents. Donc dans les remplacements, c'est-à-dire les contractuels, il y avait 46%. Dans les recrutements directs, c'est 38%. Et dans les voies de mutation, 15%. Donc sur les évolutions professionnelles, il y a un bénéficiaire, il y a un agent qui a été bénéficiaire d'une promotion interne sans examen professionnel. Il n'y a aucun lauréat d'un concours d'agents déjà fonctionnaire dans la collectivité. Il y a eu 47 avancements d'échelon et 10 avancements de grade, quasiment identiques à l'année dernière, puisque l'année dernière, on avait eu 48 avancements d'échelon et 9 avancements de grade. Un lauréat d'un examen professionnel qui a été nommé, et aucun agent n'a bénéficié d'un accompagnement par un conseiller en évolution professionnelle. Il n'y a pas eu en 2024 de sanctions disciplinaires qui ont été prononcées. Sur les budgets et les rémunérations, les charges de personnel représentent 58,25% des dépenses de fonctionnement. Donc sur le budget global de fonctionnement qui s'élève à 7 854 588 €, les charges de personnel représentent 4 575 189. Attention, quand on parle de charges de personnel, on inclut dedans tout ce qui est mutuelle, CNRS, retraite, URSSAF, etc. Et donc, on a 58,25 des dépenses, on est à 58,25 des dépenses de fonctionnement. Sur les rémunérations annuelles brutes en emploi permanent, cela représente 2 743 177 €. Ensuite, vous avez les primes, vous avez le montant des IFSE, vous avez le montant du CIA, il n'y en a pas puisque nous, c'est entièrement fixé sur les IFSE. Vous avez les heures supplémentaires ou complémentaires, la nouvelle bonification indiciaire, le supplément familial de traitement et les complétements de traitement indiciaires. Donc la rémunération des agents sur des emplois non permanents se monte à 386 251 €. Dans les tableaux qui suivent, vous avez la rémunération moyenne par équivalent temps plein rémunéré des agents de la collectivité, des titulaires catégorie A, des contractuels catégorie A, idem pour la catégorie B, idem pour la catégorie C. Lorsque vous voyez un petit S sur le tableau, c'est quand la personne est seule en poste. Et comme on ne peut pas afficher le salaire de la personne, on note dans le logiciel S. Voilà. Sinon, les autres sommes représentent des moyennes. Voilà. Ensuite, on passe à la part des primes et des indemnités sur les rémunérations annuelles brutes pour l'ensemble des agents permanents, qui est en 2024 à hauteur de 14,51%. Là, pareil, vous avez la part des primes et indemnités sur rémunération des fonctionnaires, celle des contractuels et la moyenne de l'ensemble. Voilà, que dire, le RIPZEPT a été mis en place pour les fonctionnaires et pour les contractuels ainsi que le CIA. Les primes ne sont pas maintenues en cas de congé maladie ordinaire. Il y a eu 2145
144 heures 66 supplémentaires réalisées en 2024, aucune heure complémentaire réalisée en 2024, et la collectivité est en auto-assurance avec convention de gestion avec le Pôle emploi pour l'assurance chômage de ses agents contractuels. En dessous, vous avez un tableau qui recense les IFSE et le CIA selon la catégorie et le genre. Donc vous avez les catégories A, B, C, et puis ensuite vous avez si c'est des femmes fonctionnaires ou des hommes fonctionnaires ou des femmes contractuelles et des emplois, des contractuels sur emploi permanent, femmes ou hommes. Là, pareil, dans le tableau, toutes les sommes que vous voyez, ce sont des moyennes, et quand il y a un petit test, c'est identique au tableau précédent, c'est-à-dire que l'agent est seul dans cette catégorie-là et qu'on ne peut pas révéler son IFSE dans ce cadre-là. Sur les absences, en moyenne, on a eu 16,9 jours d'absence pour tout motif médical en 2024 par fonctionnaire. Donc en moyenne, c'est 1,3 jours d'absence pour tout motif médical en 2024 par agent contractuel permanent. Vous avez le tableau avec les taux d'absentéisme compressibles. C'est les maladies ordinaires, les maladies des accidents du travail. Ensuite, vous avez le taux d'absentéisme médical qui reprend le taux d'absentéisme compressible et qui... donc c'est un total des deux que vous avez. Et ensuite, vous avez le taux d'absentéisme global. La dernière page du rapport vous explique comment on calcule les absences. Les absences compressibles, c'est les maladies ordinaires et les accidents du travail. Et la deuxième, ce que je vous disais, les absences médicales, c'est les absences compressibles plus les longues maladies, les maladies longue durée, graves maladies, maladies professionnelles. Et dans les absences globales, vous avez les absences médicales, plus les maternités, plus les paternités, adoption ou autres raisons. Voilà, aucune journée de congé supplémentaire n'a été accordée au-delà des congés légaux. Et 33,9% des agents permanents ont eu au moins un jour de carence prélevé. Sachant que sur les jours de carence, il y a eu une modification statutaire en plein milieu de l'année 2024 qui fait qu'on a une grosse différence avec 2023. Sur les accidents du travail, nous avons eu 6 accidents du travail déclarés au total en 2024. 5,1 accidents du travail pour 100 agents. En moyenne, 10 jours d'absence consécutifs par accident du travail. Sur la situation des personnes en situation de handicap, nous avons 5 travailleurs handicapés employés sur les emplois permanents, 1 travailleur handicapé recruté sur un emploi non permanent et 5 travailleurs handicapés qui sont fonctionnaires. Et ensuite, vous avez toute la partie sur la prévention et risques professionnels. Donc, nous avons un assistant de prévention qui a été désigné dans la collectivité. C'est un conseiller en prévention. Ensuite, vous avez la formation. Cette année, 11 jours de formation liés à la prévention, habilitation, formation obligatoire, pour un montant de 3 054 €. Le coût par jour de formation est de 278 €. Les dépenses de la collectivité à effectuer des dépenses en faveur de la prévention et de la sécurité et de l'amélioration des conditions de travail à hauteur de 26 794 €. Ensuite, vous avez le document de prévention, le DUERP. Donc la collectivité dispose d'un document unique d'évaluation des risques professionnels et sa dernière mise à jour date de 2022. Comme c'est tous les 2 ans, on aura une mise à jour ici quand on abordera l'année 2025.
Non, parce que c'est 24, on est en décalage. Donc là, on fait 24 et donc ça sera l'année prochaine qu'on verra les effets. Ensuite, sur la formation, en 2024, 31,4% des agents permanents ont suivi une formation d'au moins une journée. Vous avez le pourcentage des agents par catégorie, par statut ayant bénéficié d'au moins un jour de formation en 2024. Et donc, 49 000 € ont été consacrés à la formation en 2024. 201 jours de formation suivis par les agents sur emploi permanent en 2024. Vous avez là aussi la répartition avec les catégories A, B et C. Et le nombre moyen de jours de formation par agent permanent est de 1,9 jours par agent. Ensuite, vous avez la répartition des dépenses de formation. Vous voyez que la majorité des formations se font avec le CNFPT. Vous avez la formation des apprentis et vous avez des frais de déplacement et ensuite les autres organismes. Et vous avez la répartition des jours de formation par organisme qui correspond forcément à la répartition des dépenses. En action sociale et en protection sociale complémentaire, la collectivité participe à la complémentaire santé et au contrat de prévoyance. Donc, le montant annuel en 2024 pour la santé, c'est 5 330 € et pour la prévoyance, c'est 7 610 €, sachant qu'en 2024, on était sur une demi-année, je pense. C'est ça, puisqu'on a mis ça en place au 1er juillet. Voilà. Et puis, sur les relations sociales, on a eu 21 jours de grève recensés en 2024 et 4 réunions en 2024 du comité social territorial, CST. Voilà pour la présentation globale de ce document. Y a-t-il des interventions? Oui, Madame le maire. Allez-y, Monsieur Boticchio. En lisant le RSU 2024, plusieurs thèmes m'interpellent. D'abord, la masse salariale. En dehors des hausses légales nationales, point d'indice, avancement ancienneté, le RSU montre qu'entre 2023 et 2024, la masse salariale comporte 70 442 € de dépenses supplémentaires issues des décisions internes de la collectivité. Primes, IFSE, CIA, heures sup, NBI. On noter que les ETPR sont restés stables, comme vous l'avez dit. Pour ces 70 442 € d'écart, ça concerne les primes et indemnités pour 37 000, IFSE 21 000, heures supplémentaires 10 000. Ma question est simple. Ces hausses répondent-elles à une stratégie RH identifiée ou à des décisions au cas par cas? Le deuxième point, l'absentéisme. Le RSU fait apparaître 16,9 jours d'absence par fonctionnaire et 1,3 jours par contractuel permanent. Cela donne un rapport de 1 à 13. Et au global, l'équivalent d'environ 4 ETP ramené en équivalent temps plein absent à l'année. Ma question, la commune considère-t-elle aujourd'hui ce niveau comme un devenu structurel? Non, c'est une question. Non. Le troisième point, la formation. Le RSU indique qu'en 2024, aucun agent n'a bénéficié d'un accompagnement par un conseiller en évolution professionnelle. Dans ce même temps, 10 agents ont obtenu un avancement de grade. Ces 10 avancements de grade, mais 0 accompagnement en CEP, comment ces évolutions sont-elles pilotées? Aux avancements de carrière classiques des agents. Donc on a chaque année les avancements de grade, les promotions internes, etc. Et tout cela se fait régulièrement en fonction de l'évolution de carrière des agents.
Oui, bah moi je ne refuse pas un agent qui demande un CEP. Une information sur quoi? Les ressources humaines donnent l'information régulière sur les droits et devoirs des agents quand ils le demandent. Non, on n'a pas eu de sollicitation. On n'a jamais de... Il n'y a pas eu de reconversion, donc on n'a pas de demande en ce sens. En 2024. Il n'y a pas de catalogue non plus. Alors, prends le micro, Marie-Thérèse. Madame Magnier. Alors je dis, il n'y a pas de catalogue. Avant, les agents avaient un catalogue où ils pouvaient chercher. Maintenant, ils viennent aux ressources humaines, ils expliquent leurs problèmes et c'est les ressources humaines qui cherchent la formation qu'ils souhaitent. Une quoi? Vous mettez votre micro parce que je vous entends pas. Il est éteint. Je l'ai éteint. Oui, le dernier point, c'était une cohérence de chiffres. Le ratio charge de personnel, dépenses de fonctionnement n'est pas le même selon le document. Je m'explique. Le RSU 2024 indique 58,25%. Mais le compte administratif 2024, ratio 6, page 5, 51,62. Même année, même périmètre, 7 points d'écart. Quel est le bon chiffre? Il faut une suspension de séance. Je ne vais pas demander une suspension de séance. Réelles de fonctionnement qui sont reprises. Et les autres dépenses ne sont pas reprises. « 61 » Je vais vérifier tout ça, monsieur Boutitiot. Très bien, on vous donnera la réponse au prochain conseil. Bien, y a-t-il d'autres interventions demandées sur ce document? S'il n'y en a pas, on va passer... Il n'y a pas de vote, hein. C'est juste une présentation. Et donc, on va passer aux différentes délibérations du conseil municipal. On part sur l'administration générale et l'approbation de la convention de mise à disposition des salles municipales aux candidats aux différentes élections durant les périodes électorales et préélectorales. Donc l'article L2144-3 du Code général des collectivités territoriales dispose: des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles les locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration, des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. Le conseil municipal fixe en tant que besoin la contribution due à raison de cette utilisation. Donc, ce qu'il vous est proposé dans cette délibération et dans un souci de transparence et d'information au plus grand nombre et afin de garantir la stricte égalité de traitement entre les candidats lors des périodes électorales, il vous est proposé d'autoriser le prêt de la salle Jean Jaurès ou de la salle Martel à chaque candidat ou liste de candidats une fois gratuitement et par élection. Et donc d'acter à l'article 2 que, au-delà de cette mise à disposition gratuite une fois par élection et par liste, les candidats ou les listes de candidats pourront disposer d'une salle, mais se verront appliquer le tarif de location des salles en vigueur en application de la délibération du 8 décembre 2022 qui vous a été jointe dans votre dossier. Et donc d'acter également que la demande de salle devra être réalisée par écrit auprès de Madame le maire 1 mois avant la date prévue, afin qu'on puisse prendre les dispositions pour vous prévenir s'il y a déjà quelque chose dans la salle et si on vous propose d'autres dates. Et enfin, d'approuver que la mise à disposition se fera en fonction des disponibilités de la salle demandée. Voilà ce qui fixe un peu les règles de fonctionnement à l'occasion de ces futures élections. Y a-t-il des commentaires sur cette délibération?
Très bien, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération numéro 2, c'est la demande d'affiliation volontaire du syndicat mixte Scott Sambre Avesnois au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord. Vous savez qu'à chaque fois qu'une collectivité veut adhérer au centre de gestion, l'ensemble des collectivités adhérentes doivent délibérer pour donner autorisation ou pas de cette adhésion. Nous n'avons aucune objection et par conséquent, nous vous proposons donc de donner notre accord pour que cette affiliation au CDG puisse se faire. Y a-t-il des précisions à apporter? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe à la délibération numéro 3 qui porte sur la convention de partenariat pour la mutualisation de la restauration scolaire au collège Félicien Joly de Fresnes-sur-Escaut. Vous savez que nous avons encore l'école Pasteur qui va déjeuner au collège le midi. Le département a décidé d'augmenter sa tarification et donc le prix du repas par élève passe de 3,20 € à 4,23 €. Par conséquent, on est obligé de mettre en place une nouvelle convention qui stipule cette augmentation et donc de faire en sorte que nous puissions signer cette convention pour que nos élèves continuent à aller manger à la cantine du collège, sachant que la différence de prix est assumée par la collectivité et non pas par les familles. Voilà l'objet de cette délibération. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération suivante, c'est une délibération finance avec la prise en charge des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif, comme nous le faisons chaque année. Donc, il est demandé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart de l'enveloppe globale des crédits ouverts au budget 2026. Non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et ceci dès le 1er janvier 2026 et jusqu'au vote du budget. Donc pour cela, on part de l'enveloppe de 2025 qui s'élève à 2 856 176,80 €, puisqu'on ne prend pas les restes à réaliser. Et donc, le quart autorisé est de 714 044,20 €. Et donc, il est réparti et il est affecté sur 2 chapitres. Les chapitres 20 à hauteur de 15 567,50 € et le chapitre 21 à hauteur de 698 476,70 €. Voilà l'objet de cette délibération. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 5, c'est une dotation de solidarité communautaire pour la participation de la commune à l'animation et au développement local, une subvention accordée à l'association Fresnes 1720 qui, comme chaque année, fêtera le week-end de la mine en février 2026. Et donc l'association demande une subvention à hauteur de 300 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Qui est membre de l'association Fresnes 1720 et ne prend pas part au vote? Marie-Thérèse et Thérèse Louvion. C'est bon? Alors on continue avec une délibération qui concerne Valenciennes Métropole et la requalification de la cité Hardy-Ballanger dans le cadre du dispositif ITI-FEDER, et c'est une convention de clôture du fonds de concours. Donc, pour rappel, il s'agit de la réhabilitation de la cité Hardy-Ballanger. On a entamé les travaux avec
un budget qui a été formalisé. Et donc, cette convention définissait à l'époque un montant de fonds de concours à hauteur de 618 033 euros et 33 centimes pour de la part de la ville pour une opération d'un coût total de 3 641 551,90 centimes hors taxe. Bien évidemment, en phase opérationnelle, le coût des travaux évolue, la durée des travaux s'est également allongée et donc on a signé un premier avenant en 2021 mettant à jour le coût total de l'opération qui est passé à 4 43 187,33 euros et du coup on a également régularisé la participation de la ville qui s'élevait à 923 554,02 euros. Dans le cadre de l'enveloppe ITI, investissement territorial intégré de Valenciennes Métropole, la disponibilité de nouveaux crédits FEDER a permis de les mobiliser sur l'opération de restructuration de cette cité et les montants des aides FEDER ont ainsi augmenté de 800 000 euros à 1 909 550 euros. Et donc, à cet effet, un avenant numéro 2 a été signé en 2022, remettant du coup à jour l'ensemble du coût total de l'opération et des participations financières, 3 942 173,68 euros pour l'opération globale et une participation financière de la ville à hauteur de 691 414,77 euros. À ce jour, la totalité des dépenses a été acquittée, la totalité des recettes a été perçue et il s'agit donc de solder le fonds de concours entre la ville de Fresnes-sur-Escaut et Valenciennes Métropole. Et le montant définitif établit une opération qui s'élève à 4 155 296,60 euros hors assainissement et 5 747 346,15 euros tout compris. La participation de la ville de Fresnes-sur-Escaut a été réévaluée et donc s'élève finalement à 935 887,79 euros selon le plan définitif. Et vous avez ici les conventions de clôture et le bilan hors assainissement et le bilan avec l'assainissement. La ville de Fresnes-sur-Escaut avait déjà versé 531 117 euros. Le solde de l'opération s'élève à 404 770,79 euros. Sachant que, une fois que nous aurons signé cette convention, Valenciennes Métropole va donc faire le titre de recette de l'année 2025, qui est budgétisé en 2025 et qui va être payé en 2025. Et donc, il conviendra en 2026 d'inscrire le solde de notre opération qui s'élèvera évidemment à un peu moins puisque nous aurons déjà payé notre partie 2025. Voilà, j'ai expliqué les différentes stades de cette convention. Vous avez la convention de clôture qui est jointe. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur ce projet ? Monsieur Botiquio, vous avez la parole. Concernant cette délibération, je rappelle un petit peu les faits que vous avez déjà cités. En 2018, la ville s'engage à un projet d'aménagement avec une participation communale de 618 000 euros. En 2021, premier avenant, 923 000 euros. 2022, deuxième avenant, grâce au crédit FEDER, elle redescend à 691 000. À partir de là, c'est le montant qui fait foi. La Convention ne prévoit aucune clause permettant de dépasser cette somme sans un nouvel avenant, sans vote. On ne peut pas modifier ce montant. Or, aujourd'hui, on nous présente un solde à 935 887 euros, soit 244 000 euros de plus que ce que nous avons signé en 2022. Sans avenant, sans clause, sans décision du conseil municipal. Et c'est précisément à ce moment que surgit un élément jamais intégré dans le projet initial, l'assainissement à 1 600 000 euros hors taxe, absent en 2018, absent en 2021, absent en 2022.
présent seulement à la fin, où il annule la baisse votée. On nous avait présenté les crédits FEDER comme un allègement de la charge communale. Dans les faits, ils ont surtout permis d'élargir le périmètre financier du projet en y intégrant une dépense nouvelle qui n'avait jamais été soumise au vote du Conseil. Ce n'est pas une question d'intention, c'est le résultat concret de l'opération telle qu'elle nous est présentée aujourd'hui. Nous avons voté 691 000 €. On nous demande 935 000, entre les deux, aucun acte. Et j'ajoute ce rappel juridique essentiel. Une convention de clôture n'a pas de valeur juridique d'un avenant. On ne remplace pas une décision votée par un document comptable. Ma question est donc très simple. Sur quel fondement juridique, sur quel acte voté, la commune serait-elle tenue de payer une somme qu'elle n'a jamais décidée et qui repose en grande partie sur une dépense qui n'a jamais été présentée dans le périmètre initial? Si un avenant baisse une dépense, il ne disparaît pas au moment de payer. Ce n'est pas du débat, c'est du contrat. Et nous ne validerons pas ce tour de passe-passe, nous votons contre. Très bien. Je prends acte de votre décision de voter contre et je mets aux voix cette délibération. C'est un avenant de clôture qui a été rédigé par Valenciennes Métropole, qui a été validé au dernier conseil à Valenciennes Métropole, et c'est eux qui font les calculs et les contrats. Donc je présenterai votre demande à Valenciennes Métropole pour qu'ils répondent sur le fondement. Voilà, je mets au vote cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ok, la délibération numéro 7, c'est l'attribution d'une subvention au Centre communal d'action sociale pour lutter contre l'isolement des aînés et des plus fragiles en situation de handicap. Donc pour rappel, la ville a passé une convention avec le département sur la prise en charge des frais inhérents aux actions concernant les aînés de la commune. À ce jour, c'est la ville qui perçoit les fonds et c'est le CCAS qui met en place l'action. Donc la délibération vise à régulariser la situation et donc à verser au CCAS ce qui a été attribué par le département. Alors, vous pourriez me demander pourquoi la convention n'a pas été signée avec le CCAS. C'est une décision du département qui veut simplement signer les conventions avec les mairies et pas avec les CCAS. Donc dans la délibération numéro 7, il vous est proposé de verser 1 000 € au CCAS pour le financement lié à l'action de la visite du musée de la piscine à Roubaix. Et dans la délibération qui suit, il s'agit de verser au CCAS 1 000 € pour une action concernant un projet d'activité physique adaptée et de bien-être au CCAS et 500 € à la CSRV, le centre social, qui a fait une action concernant l'initiation à la danse de salon et au renforcement musculaire. Donc si vous le voulez bien, je mets aux délibérations la 7, qui est contre, qui s'abstient, et dans la foulée, je mets la délibération numéro 8, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. On passe donc aux délibérations 10 et 11. Alors, je vais les grouper. Ah, j'en ai zappé une. Excusez-moi. On passe à la délibération numéro 9 qui concerne les ressources humaines et le recrutement d'agents contractuels sur des emplois permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité pour l'année 2026. C'est une délibération qu'on passe chaque année qui nous permet d'ajuster lorsqu'on a un accroissement d'activité, comme par exemple les centres de loisirs, etc. À cet effet, on propose donc de créer 60 emplois à temps
complet dans le grade d'adjoint d'animation, relevant de la catégorie C, pour exercer les fonctions d'animateur. On vous propose 8 emplois à temps complet au grade d'adjoint technique relevant de la catégorie C pour exercer des fonctions d'agent des services techniques ou des espaces verts, 10 emplois à temps non complet relevant de la catégorie C pour les agents d'entretien et un emploi à temps complet de catégorie C pour des fonctions d'agent administratif. Ça ne veut pas dire qu'on va employer tous ces gens-là, ça veut dire que c'est un maximum pour pouvoir affiner les besoins au fur et à mesure de l'année 2026 qui va s'entamer. Voilà, s'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et donc, je passe aux délibérations 10 et 11 que je vais traiter de façon identique. Donc, ces délibérations visent sur la 10 à la création d'un emploi agent de maîtrise filière technique de catégorie C. Il fait suite à un départ en retraite d'un agent. Donc, on crée un emploi agent de maîtrise pour pouvoir recruter. Et dans la délibération 11, comme on n'est pas sûr de pouvoir recruter un fonctionnaire puisque c'est une denrée rare à l'heure actuelle, on est obligé de passer une délibération sur le même besoin et sur un emploi de contractuel dans la mesure où on n'aurait pas de candidature de fonctionnaire qui n'aurait pu être recruté. Donc ça concerne le même poste pour un agent des services techniques qui part à la retraite. Et donc vous me demandez dans votre courrier de vous faire part des documents définissant ces postes et les besoins auxquels ils répondent. Donc, je vous ai joint sur table l'avis de publicité qui a été publié en juin et je vous ai mis l'ensemble de ce qu'on demande et des missions et les compétences qui ont été recherchées pour ce poste. Voilà. Je vous les ai mis sur table parce que votre demande allait arriver un petit peu tardivement. Et donc, si vous n'avez pas de questions et si le document que je vous ai mis vous convient, on va passer... Pardon? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Et donc, je vous propose de mettre ces deux délibérations aux voix. La délibération numéro 10, qui est contre, qui s'abstient. La délibération numéro 11, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. La délibération suivante, c'est la création de 3 emplois permanents. Alors, un emploi d'adjoint technique à temps complet pour prévoir le remplacement d'un départ en retraite au service voirie. Un emploi adjoint technique à temps non complet, c'est un 20 heures semaine, pour pérenniser un poste d'agent d'entretien à l'école Pierre et Marie Curie. Et un emploi de technicien à temps complet à la suite d'une promotion interne. Voilà. Y a-t-il... Oui, Oui. maire, je voudrais intervenir parce que, en vérifiant, il y a quelques coquilles sur cette délibération. Oui. Donc, sur le titre, déjà, il mentionne 3 emplois. Oui. Et sur l'article 1, on autorise la création de 2 emplois. Oui, c'est parce qu'il y en a Alors eu que la liste détaillée en énumère à nouveau 3. Oui. Donc, je demande la clarification, la correction de l'article 1 pour qu'il mentionne la création de 3 emplois. Il y a une erreur aussi au niveau de la catégorie. Le titre parle d'emploi de catégorie C, mais l'article 1 crée un poste de technicien. Donc un technicien est statutairement de catégorie B. Tout à fait. Donc je vous demande de confirmer la catégorie exacte de ce poste. Oui. Et sur la gestion des effectifs, le poste de technicien est dû à une promotion interne. Une telle promotion rend vacant le poste initial de l'agent. Qu'est-il prévu pour l'emploi qui sera libéré? Est-il supprimé ou est-il prévu de le pourvoir? Merci. Alors, vous avez raison. Donc, c'est bien 3 emplois. Donc, je confirme qu'il y a 3 emplois. Un adjoint technique pour le départ à la retraite, l'adjoint technique pour la dame d'entretien à Pierre et Marie Curie et un emploi de technicien
pour la promotion interne. Effectivement, le technicien, c'est catégorie B, donc ça sera aussi rectifié. Et je confirme que c'est bien catégorie B. Et donc, la dernière chose, c'était que devient l'emploi? C'est dans le tableau des effectifs. Et pour l'instant, il est vacant. Et donc, on le fermera si nécessaire. On n'a pas remis le tableau des effectifs. Il aurait fallu remettre encore une fois le tableau des effectifs. Mais bon, il est vacant pour l'instant. Je mets aux voix cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe à la délibération numéro 13. C'est une dérogation au repos dominical pour l'année 2026. Alors, les magasins, les grandes surfaces qui sont assujettis à ces autorisations doivent nous faire parvenir leur autorisation pour l'année qui suit. Chez nous, ça concerne le magasin Aldi à Fresnes-sur-Escaut. Si sa demande de dérogation est inférieure à 5 jours, c'est nous qui traitons la demande et qui accordons, dans le cadre de la délibération, ces jours d'ouverture. Si c'est supérieur à 5 jours, ça passe par Valenciennes Métropole et par une commission qui est la commission économique qui traduit ces autorisations. Là, en l'occurrence, comme il n'y a que 2 jours, c'est nous qui accordons. Et donc, cette délibération vise à accorder pour 2026 l'autorisation d'ouvrir le magasin Aldi sur 2 dimanches, les dimanches 20 décembre 2026 et les dimanches 27 décembre 2026. Voilà, si ça ne pose pas de questions, c'est purement technique et je vous propose de mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Hop. Et la 14, je passe la parole à Monsieur Bardi qui va présenter la délibération et à Monsieur Monet qui va venir s'asseoir juste à côté de moi, puisqu'il va vous faire une petite présentation des missions de l'animation du relais petite enfance. Rudy, vas-y, tu peux présenter. Ah non, on commence par la présentation. Alors, on commence par la présentation. Ensuite, Monsieur Bardi présentera la délibération. Alors bonsoir tout le monde. Petite présentation du RPE, donc RPEI, relais petite enfance intercommunal sur les villes de Condé, Vieux-Condé et Fresnes. Ça marche. Ouais, ça marche. Tout fonctionne. Alors qu'est-ce qu'un RPEI? Anciennement appelé relais d'assistante maternelle, vous l'avez certainement connu comme ça sur les anciennes conventions, RAM, exactement José. Le rôle du RPEI est d'informer, de rencontrer et d'échanger entre professionnels, les assistantes maternelles et les professionnels et les parents. Pardon. Le RPE apporte un soutien et un accompagnement aux assistantes maternelles dans leur démarche, leur parcours de formation continue, mais également dans la pratique au quotidien. Des rencontres entre assistantes maternelles permettent d'échanger sur les expériences, mais aussi sur leurs pratiques. Les ateliers éducatifs proposés par le RPE consistent à des temps d'éveil musical, d'éveil de motricité ou plein d'autres choses que je vous présenterai juste par la suite. On a eu malheureusement l'animatrice du RAM à l'époque est en arrêt longue maladie aujourd'hui. Donc elle a été remplacée seulement l'année dernière par une jeune dame, Mélanie Tanzella, donc qui a repris le relais d'assistante maternelle il y a juste 1 an. Elle a dû reprendre contact avec tout le monde, avec les assistantes maternelles, avec les professionnels du secteur également, pour s'approprier le territoire. Néanmoins, elle anime tout de même le réseau. Une présence donc permanente de l'animatrice du relais petite enfance permet une réponse rapide aux parents, aux assistantes maternelles ou aux futures assistantes maternelles. C'est également en fait un relais pour les étudiants qui recherchent des stages dans le milieu de la petite enfance. Et elle participe régulièrement au réseau inter-RPE. Vous pouvez la trouver tous les jeudis, vous pouvez la rencontrer tous les jeudis à la PMI du centre, donc près de la maison de la petite enfance ou du multi-accueil, de 8h30 à 12h30. À l'heure actuelle, donc sur l'année 2025, elle a tout de même suivi 12 assistantes maternelles, 3 personnes pour des démarches
d'agrément et 29 parents qu'elle a informés ou qu'elle a accompagnés. Il faut savoir que sur la commune de Fresnes, nous avons aujourd'hui 29 assistantes maternelles. Sur l'Interco, donc 34 à Vieux-Condé et 19 à Condé. La force du RPEI, c'est l'intercommunalité. Les assistantes maternelles de Fresnes peuvent aller rencontrer Mélanie Tanzella sur Condé ou sur Vieux-Condé et inversement. On peut avoir des assistantes maternelles qui viennent de Vieux-Condé, venir sur des permanences à Fresnes et assister également avec leurs enfants sur des ateliers comme nous mettons en place chez nous, sur la commune de Fresnes-sur-Escaut. Et nos Fresnois peuvent se rendre aussi sur les activités qu'elle met en place sur les villes de Condé et Vieux-Condé. Quelques petites photos sur les... Il faut savoir que chaque premier lundi du mois, elle met en place des ateliers éducatifs. Donc là, ici, on est au dojo de Fresnes. On a la chance d'avoir sur la commune de Fresnes de nombreux bâtiments pouvant accueillir ce jeune public. Donc là, le dojo de Fresnes pour les activités, donc baby gym, motricité, jeux libres. Toujours le premier lundi du mois, également des ateliers de motricité ou des activités manuelles et d'éveil à la maison de la petite enfance. Au centre des arts plastiques pour des ateliers autour de la musique, le spectacle dans le cadre de la semaine de la petite enfance et des activités artistiques. Elle a mis en place aussi, elle a remis en place l'heure du conte en partenariat avec la bibliothèque, l'association Livresse. Donc un vendredi par mois en fait, au sein de la bibliothèque à la Maison Bleue, heure du conte, coin lecture et ce qui est en vogue également actuellement, la communication signée, fait par des professionnels qui interviennent sur la bibliothèque. Petit bilan pour terminer de ce qui s'est passé depuis le début d'année pour elle. Participation à la semaine de la petite enfance en mars. En mai, l'action Prêt pour l'école, en partenariat avec donc, le service éducation de la ville de Fresnes et le centre socioculturel. Un job dating en juin, où les parents recherchant des assistantes maternelles ont pu rencontrer les asthmates sur le territoire. En juillet, séance auto dans le parc. L'action Cirque au Boulon, la journée pique-nique et la ferme itinérante. En août, ils ont participé, donc, les asthmates à la Solifête. En octobre, la fameuse fête d'Halloween. Et les réunions d'information en novembre. Voilà pour un point sur le RPEI. Est-ce que vous avez des questions, messieurs, dames? Sur la question. Est-ce que tu peux nous dire combien il y a à peu près d'assistantes maternelles sur Fresnes? Mais je vous l'ai dit, madame Mani, il y en a 29. J'ai pas alors. Ah bah voilà. J'ai eu une absence. J'étais plongée dans mes délibérations. Donc 29 sur Fresnes, 34 sur Vieux-Condé et 19 sur Condé. Mais 29 qui ont actuellement des enfants? Ouais. Voilà, bah Ouais. c'est bien. Avec un agrément, soit pour 2 enfants, soit pour 4 enfants sur la commune de Fresnes. On a la chance également d'avoir, vous le savez, un multi-accueil qui accueille 18 enfants et une maison des assistantes maternelles où 4 assistantes maternelles sont réunies ici en centre-ville également. C'est bien, parce que... Ouais. Merci, messieurs, dames. Bien, merci. Je rappelle que ces missions rentrent dans le cadre du nouveau service public de la petite enfance. Rudy, pour présenter la délibération. Donc la délibération numéro 14, renouvellement de la mise à disposition d'un agent de la ville de Vieux-Condé chargé de l'animation du relais petite enfance auprès des villes de Vieux-Condé, Condé-sur-Escaut et Fresnes-sur-Escaut. Considérant que les conventions de la mise à disposition d'un agent en charge de l'animation du relais petite enfance auprès des villes de Vieux-Condé, Condé-sur-Escaut et Fresnes-sur-Escaut arrivent à échéance au 31 décembre 2025. Considérant que l'agent en charge du relais petite enfance mis à disposition par la collectivité de Vieux-Condé est actuellement en situation d'absence prolongée et qu'un avenant sur les conditions de participation des communes a été signé avec les 2 autres communes, considérant la nécessité de garantir la continuité du service public et de maintenir les activités du RPE, considérant l'obligation pour les villes de plus de 10 000 habitants de disposer d'un relais petite enfance dans le cadre du service public petite enfance, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir, article 1, d'autoriser Madame le maire à signer la convention tripartite jointe à la délibération. La présente délibération prendra effet à compter du 1er janvier 2026 sous réserve de la délibération concordante des 3 communes et sera communiquée aux collectivités concernées. Les crédits seront inscrits au budget de l'exercice correspondant, nature, fonction et destination afférentes. Merci, monsieur Bardi. S'il n'y a pas de demande d'information complémentaire, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération suivante, toujours la parole à monsieur Bardi. Merci Madame le maire. Date d'ouverture des accueils de loisirs sans hébergement pour l'année 2026. Chaque année, la ville de Fresnes-sur-Escaut définit les périodes d'ouverture des structures d'accueil afin d'adopter
une offre adaptée au calendrier scolaire, aux capacités d'accueil et projets pédagogiques. La présente délibération a pour but de fixer les dates d'ouverture des ALSH pour l'année 2026 et demander au conseil municipal de se prononcer sur les dates d'ouverture comme suit. Accueil de loisirs moins de 6 ans, 1962, les mercredis et les petites vacances scolaires. Les enfants sont accueillis à l'école maternelle Paul Langevin, rue de Garlobry, lors de la période estivale. Accueil de loisirs plus de 6 ans, au centre d'accueil municipal, 409 rue de Garlobry, les mercredis et les petites vacances scolaires. Lors des vacances estivales, les enfants âgés de 6 à 7 ans sont accueillis au centre d'accueil municipal. Les enfants âgés de 8 à 17 ans sont accueillis au groupe scolaire Daniel Ferry, rue du Bois, et à l'école Pasteur, rue Pasteur. Pour les vacances scolaires 2026, vacances d'hiver, donc la période sera du 16 février au 27 février 2026, de 14h à 17h. Pour les vacances de printemps, du 13 avril au 24 avril 2026, de 14h à 17h. Pour les vacances estivales, session de juillet, du 6 juillet au 1er août 2026, de 9h à 18h. Pour les vacances de la Toussaint, du 19 octobre au 30 octobre 2026, de 14h à 17h. Et pour les vacances de Noël, du 21 décembre au 24 décembre 2026, de 14h à 17h. Donc l'article 11, juridiction compétente en cas de litige. Tous les litiges pouvant résulter de l'application de la présente convention révèlent... non, c'est pas celle-là. Pardon, c'est tout, j'ai fini. Non, t'avais fini. Ça s'arrêtait là, je me dis, mais moi j'ai plus rien sur mon papier. Je suis parti. Très bien, merci. Vous avez des observations sur cette délibération? Je mets au vote qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Très bien, on passe aux délibérations concernant l'urbanisme et la vente par la commune de l'habitation 6 au 75 rue Émile Zola. Donc la commune de Fresnes-sur-Escaut est propriétaire d'une maison d'habitation qui est située 75 rue Émile Zola. Cette ancienne maison à usage d'habitation a été édifiée en 1820 sur 2 niveaux. Elle est vacante depuis de très nombreuses années. Elle est envahie par la végétation et n'est plus hors d'eau. Compte tenu de l'état de sa toiture et de la dégradation très rapide, on a mis en vente ce bien. À la suite de ça, nous avons eu une proposition qui avait été faite par monsieur Selimovic Valentino par courrier du 9 octobre 2025 et donc celui-ci nous informe qu'il renonce à la vente et donc la commune a remis en vente le bien. En date du 7 novembre 2025, une visite du bien a été effectuée avec les personnes intéressées par ce dernier et nous avons réceptionné les offres au 15 novembre et donc 6 personnes ont adressé une proposition allant de 16 000 euros à 41 100 euros. Voilà, donc on a décidé de prendre l'offre la plus importante et d'attribuer à monsieur Shane Abderrahman la propriété précitée à hauteur de 41 100 euros net vendeur. Voilà, qui est contre? Il y a pas de... ouais, s'il y avait eu des observations, j'aurais vu les mains se lever. Donc non, je mets au vote cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ok. Et puis la dernière délibération, c'est également une délibération concernant une vente de maison qui cette fois-ci se situe au 390 rue Benoît-Monfroy. Voilà, une habitation qui date de 1900, qui est vacante aussi depuis de nombreuses années. Et donc là, pareil, même démarche. On a fait visiter les lieux en date du 25 octobre et du 4 novembre. Et on a reçu 4 offres d'achat en date du 15 novembre 2025. Donc les offres d'achat vont de 25 500 euros à 41 000 euros. Et donc, pareil, c'est le même propriétaire qui a demandé, monsieur Shane Abderrahman, qui a fait l'offre la plus forte, au prix de 42 000 euros. Pardon, je vous ai dit 41 000, mais non, l'offre la plus forte, c'est 42 000 euros.
C'était l'évaluation des domaines qui était à 41 000, je crois. Voilà, c'est ça, je me trompe. Et donc, on propose d'attribuer cette vente également à Monsieur Shane. Pas d'observation. On met aux voix cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. C'était la délibération qui venait clôturer le dernier conseil municipal de l'année. Pas d'autres questions ne me sont parvenues par écrit. Par conséquent, je clôture. J'avais 2 petites questions orales, si c'était possible. Le règlement dit que les questions doivent arriver 48 heures à l'avance. D'accord, monsieur. c'est bon. Donc j'attends votre question pour le prochain conseil municipal. Voilà. Je vous remercie de votre présence à tous. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël. Voilà.